Tout comme il y a 2000 ans, les bateaux de pêche dansent dans le port d'Alexandrie. L'histoire romantique de cette petite ville commence en 332 avant Jésus-Christ, lorsque le personnage le plus héroïque de l'histoire, Alexandre, brillant roi de Macédoine, vient à bout de l'hégémonie perse en Égypte. En parcourant la côte méditerranéenne, il tomba sur un village de pêcheurs gardé par une petite île, formant un point d'ancrage abrité. Un lac d'eau douce se trouvait aussi à proximité. Le jeune roi perçut tout de suite le potentiel de l'endroit et ordonna qu'une grande cité y fût construite et qu'elle fût nommée Alexandrie. Dans son livre, Strabo a exposé un plan très précis de la ville d'Alexandrie. La ville a été fondée sur un plan régulier, avec des rues bien perpendiculaires. Le passage principal était une longue rue qui courait vers l'ouest depuis la porte canopique. Alexandre quitta bientôt l'Égypte pour conquérir le monde. Il ne vécut pas assez longtemps pour voir la moindre construction dans cette ville qu'il avait conçue. Après sa mort, ses généraux les plus puissants se partagèrent son empire et ses richesses. Ptolémée, ami et général d'Alexandre, prit possession de l'Égypte, s'autoproclama roi et fit d'Alexandrie sa capitale. Ptolémée Ier engagea rapidement de grands chantiers. La grande bibliothèque et le musée d'Alexandrie demeurent ses œuvres les plus pérennes. Les successeurs de Ptolémée ont pris le relais, ajoutant à leur gloire et à celle de la ville en érigeant des monuments tels que le phare d'Alexandrie. Tout au bout de l'île se trouve un rocher, surplombé par une tour remarquablement faite de différents marbres blancs à la fabuleuse histoire. Comme le littoral autour d'Alexandrie est très bas, les bateaux avaient besoin d'un repère pour entrer au port. En 297 avant Jésus-Christ, Ptolémée IV fit construire une énorme tour à l'extrémité est de l'île. Le bâtiment était immense, le plus grand jamais construit jusqu'à la tour Eiffel, 1500 ans plus tard. Le grand phare était si impressionnant qu'il fut déclaré 7e merveille du monde. La structure générale du bâtiment est simple. La tour était formée de 3 parties. Celle du bas était carrée et comportait des fenêtres sur les côtés et environ 300 pièces. Un double escalier en colimaçon menait au 2e étage. Un 3e étage, cylindrique, aboutissait à la lanterne du phare et était couronné par la statue de Poséidon. On pouvait apercevoir la lumière de la lanterne géante à 50 km à la ronde. Les écrits de l'époque disent que l'éclairage était dû à un feu gigantesque, nourri par un ascenseur hydraulique qui apportait du fioul au sommet de la tour. Un exploit incomparable pour l'époque. Selon d'autres témoignages, des savants auraient inventé un mystérieux miroir, ou une sorte de lentille qui réfléchissait la lumière sur la mer. La découverte des ruines englouties d'Alexandrie nous ramène au temps où la ville était la plus grande et la plus riche de toute la Méditerranée. La grande bibliothèque était la fierté d'Alexandrie. Elle abritait la plupart des manuscrits littéraires, philosophiques et scientifiques du monde. Un trésor inestimable. Construite en 295 avant Jésus-Christ, la bibliothèque avait pour objectif de posséder un exemplaire de chaque ouvrage dans le monde. En fait, on confisquait tous leurs manuscrits aux navigateurs qui arrivaient au port. L'original était rangé à la bibliothèque et on leur rendait une simple copie. Les manuscrits originaux de Sophocle et d'Euripide étaient empruntés à Athènes contre de l'argent massif. On dit que le roi Ptolémée III renvoya des copies remarquables et ne revit jamais son argent. Les œuvres d'Homère, une histoire de Babylone, des livres religieux persans, des écrits bouddhistes et une histoire de l'Égypte en 30 volumes datant du début de l'Antiquité figuraient au palmarès de ce repère du savoir. La légende rapporte que 72 savants, 6 de chaque communauté d'Israël, ont traduit en grec les 5 premiers livres du Testament hébraïque sacré, connus sous le nom grec de Septuagint.
Cette œuvre constitue désormais l'Ancien Testament de la Bible moderne. Ces livres anciens étaient faits de rouleaux de cuir ou de papyrus. Ils étaient écrits à la main ou dictés par l'auteur à une armée de scribes. Chaque héritier des Ptolémées enrichissait la collection. Sous le règne de Cléopâtre, la dernière de la dynastie, on estimait que la bibliothèque contenait 700 000 rouleaux de papyrus, soit 30 000 ouvrages. On suppose qu'à côté de la bibliothèque se trouvait le musée, ou Moiseion, comme on disait dans l'Antiquité. Ce bâtiment abritait les savants les plus renommés du monde. Ils y travaillaient, étudiaient et ils y vivaient. Moiseion signifie temple de la muse, en hommage aux déesses grecques de la connaissance appelées muses. Le mot musée vient d'ailleurs de ce mot. Comme dans une université moderne, des recherches, des expériences, des études et des conférences y avaient lieu. D'après Strabo, le musée était adjacent au palais royal. Il y avait un passage public. En son centre se trouvait une salle à manger circulaire surplombée d'un dôme et d'un observatoire en terrasse. Il y avait une arcade avec des sièges et un grand bâtiment abritant un réfectoire pour les chercheurs qui travaillaient au musée. C'est ici qu'Euclide développa ses théories et écrivit son livre « Éléments », qui jeta les bases de la géométrie, des proportions et de la théorie des nombres. Archimède y inventa un outil que l'on continue d'utiliser aujourd'hui, appelé « vis sans fin ». Aristarque de Samos tenta de prouver que le centre de l'univers était le Soleil et non la Terre, et ce 15 siècles avant la naissance de Copernic et de Galilée. Ératosthène affirma que la Terre était ronde, et le prouva en montrant que l'ombre portée par le soleil, au premier jour du printemps à Alexandrie, et à Assouan, qui se trouvait à des centaines de kilomètres, n'était pas la même. Ces deux institutions jumelles, bibliothèque et musée, étaient pour ceux qui régnaient sur Alexandrie un moyen d'assurer leur dominance en matière de connaissances.